En France, depuis le 27 février 1848, le mot égalité figure dans la devise officielle de la République, liberté, égalité, fraternité, qui s'inscrit fièrement sur les bâtiments des institutions publiques. Cette notion d'égalité est définie par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen rédigée en 1789 et sur laquelle s'appuie encore la Constitution actuelle. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et cette utilité commune, en démocratie, doit donc être définie par le peuple souverain. Alors, l'égalité dans notre pays a-t-elle vraiment évolué selon les souhaits de la majorité des citoyens? L'égalité, c'est vaste. Il y a l'égalité des revenus, celle de l'accès à l'éducation, l'égalité des genres, l'égalité des races. Nous nous contenterons ici d'un bref exposé sur une facette de l'égalité, particulièrement édifiante, celle de l'égalité devant la propriété privée. La propriété privée, c'est l'ensemble des patrimoines terriens, immobiliers, professionnels, industriels et financiers. Alors, depuis 1789, que s'est-il passé en France avec la propriété privée? En 1789, 1% des Français les plus riches détiennent quasiment 50% du total des propriétés, alors que 50% des plus pauvres n'en détient que quelques 2%. La Révolution de 1789 supprime certes les privilèges fiscaux, politiques et juridictionnels des classes aristocratiques et religieuses, mais elle ne remet pas en question le droit à la propriété des plus riches. Ainsi, les biens de l'Église sont certes nationalisés, mais ils sont mis aux enchères et rachetés par les plus riches. Cette disproportion va s'amplifier jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. En 1914, les 1% les plus riches détiennent jusqu'à 65% des propriétés, alors que rien n'a changé pour les 50% les plus pauvres. Au lendemain de la guerre de 14-18, cette disproportion commence à diminuer. Depuis la fin du 19e siècle, les luttes sociales et la mobilisation du mouvement socialiste et syndical ont incité le pouvoir politique à initier un État social. Le peuple souverain commence à réclamer une meilleure définition de l'utilité commune, et donc une meilleure répartition des richesses. De plus, la victoire en 1917 des communistes en Russie fait craindre le pire aux riches propriétaires français qui sont prêts à tout pour éviter le pire. Par ailleurs, la succession des deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, a provoqué un lourd endettement de l'État qui va donc pour la première fois lever un impôt progressif pour combler sa dette et assumer ses nouvelles responsabilités sociales. La tranche supérieure de l'impôt, inférieure à 10% avant 1914, est fixée à 60% en 1920 et montera même à 90% pour un célibataire en 1924. Et ben voilà. Au début des années 1980, les 1% les plus riches se retrouvent ainsi avec moins de 20% des propriétés, alors que les 50% les plus pauvres frôlent les 10%. Mais les plus riches vont bientôt avoir leur revanche. Avec la dérégulation économique et financière des années 1980, l'écart se creuse à nouveau. Et en 2020, les 1% les plus riches possèdent 25% des propriétés. Les 50% les plus pauvres, à peine plus de 5%. 1% des plus riches possèdent donc en 2020 5 fois plus que la moitié des Français les plus pauvres, qui par ailleurs n'a pas beaucoup progressé depuis 1789 en passant de 2% à 5%. Mais alors, de quoi se composent ces propriétés en 2020? On distingue 4 composants principaux. Les liquidités, qui correspondent à l'argent disponible sur un compte bancaire ou sur un livret d'épargne. Les actifs immobiliers, qui correspondent à la propriété de logements. Les actifs professionnels, qui correspondent à la possession de terres agricoles, d'usines et de machines, de bureaux et d'ordinateurs, de commerces, bref, à la détention de biens nécessaires pour produire d'autres biens et services. Et les actifs financiers, constitués d'actions, d'obligations, etc., bref, de titres financiers pour la plupart gérés par les banques et le marché financier. En 2020, les données recueillies sont les suivantes. Les 10% les plus pauvres détiennent un patrimoine essentiellement composé de liquidités dont la valeur la plus haute est de 2 450 €. Le patrimoine médian, c'est-à-dire le patrimoine au-dessous duquel se situe la moitié des patrimoines, est d'environ 100 000 €. Il est composé essentiellement de liquidités et d'actifs immobiliers, dont la proportion varie avec l'importance du patrimoine.
Un patrimoine de 23 000 € est composé d'environ 70% de liquidités et de 25% d'actifs immobiliers. Un patrimoine de 100 000 € est composé d'environ 15% de liquidités et 75% d'actifs immobiliers. Si l'on examine les patrimoines des personnes comprises entre les 50% les plus pauvres et les 10% les plus riches, soit 40% des détenteurs de patrimoine, ils s'échelonnent entre 100 000 et 400 000 €. Cette fois-ci, les actifs immobiliers sont prépondérants et les actifs financiers supplantent les liquidités. Parmi les 10% les plus riches, au-delà de 400 000 €, la propriété devient de plus en plus diversifiée. Les actifs professionnels et surtout les actifs financiers jouent un rôle croissant à mesure que la fortune augmente et deviennent prépondérants pour les 1% les plus riches. Ceux-ci possèdent en moyenne l'équivalent de 5 millions d'euros, soit 250 fois plus que la moyenne des 50% des Français les plus pauvres, dont le patrimoine moyen est de 20 000 €. Dans la tranche la plus haute des 0,1% les plus riches, le patrimoine moyen s'élève même à 15 650 000 €. Et il est alors composé à 90% d'actifs financiers. Pour résumer, les 50% les plus pauvres ne détiennent principalement que de maigres dépôts bancaires. Les 40% suivants sont centrés sur le logement, et les 10% suivants répartissent leurs avoirs entre logements, biens professionnels et actifs financiers. Les 0,1% les plus riches se concentrent essentiellement sur les actifs financiers. Notons au passage que la concentration des actifs financiers chez les 0,1% les plus riches leur donne aussi un poids politique certain. Car dans ces actifs financiers figurent bien sûr les titres sur la dette de l'État français, et les 0,1% les plus riches détiennent ainsi le moyen d'influer sur sa politique, qu'il s'agisse de le contraindre à vendre ce qu'il possède pour payer ses dettes, ou à lui dicter sa politique sociale et économique. Mais revenons à l'évolution observée depuis 1789. Si l'on s'intéresse maintenant aux 50% les plus pauvres, aux 40% suivants et aux 10% les plus riches, on observe que les proportions ne changent quasiment pas pendant plus d'un siècle, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les 50% les plus pauvres ne détiennent rien, les 40% suivants détiennent en moyenne 15% du patrimoine, et les 10% les plus riches en détiennent 85%. Après 1918, la part des 50% les plus pauvres augmente lentement jusqu'à frôler les 10% du patrimoine national dans les années 80. La part des 40% suivants s'élève plus nettement jusqu'à atteindre 40% du patrimoine national dans les années 80. Quant aux 10% les plus riches, leur part diminue jusqu'en 1980, où ils ne détiennent plus que 50% du patrimoine national. On assiste donc à l'émergence d'une classe moyenne liée à une profonde transformation de la politique sociale et économique de l'État qui, rappelez-vous, est sous la pression des luttes sociales, de la victoire des communistes en Russie et de dettes contractées pendant les deux guerres mondiales. Depuis 1980, les écarts se creusent à nouveau avec un patrimoine des 50% les plus pauvres et des 40% suivants qui diminue régulièrement, et un patrimoine des 10% les plus riches qui augmente jusqu'à 60% actuellement. Car la politique sociale et économique du gouvernement français a été depuis les années 80 fortement influencée par une tendance libérale mondiale, qui consiste à moins imposer les plus riches, et notamment leurs actifs financiers. En effet, depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, des lobbies composés de banquiers, de patrons d'entreprises et de gestionnaires de fortune cherchaient à trouver un moyen d'échapper à l'état social et l'impôt progressif qui rongeait peu à peu leurs richesses. Et c'est dans les années 1980, alors que, comme par hasard, le bloc communiste se fissure, qu'ils obtiennent enfin l'instauration de la libre circulation des capitaux au niveau mondial. Pour résumer, les États mettent ainsi en place un système légal où les acteurs économiques ont le droit de s'enrichir en utilisant les services publics, subventions publiques, éducation, soins, etc. Puis de déplacer leur richesse dans des pays plus avantageux fiscalement que le pays où elle est produite. Il ne reste plus à l'État spolié que les classes populaires et moyennes pour financer ces services publics. Tout cela provoque chez les classes les moins riches un sentiment d'abandon et de détestation de la mondialisation de l'économie. L'égalité devant la propriété semble aujourd'hui bien en panne, et le peuple souverain ne maîtrise plus du tout l'utilité commune qui fonde pourtant la constitution de notre République. Ce bref exposé ne concerne que l'évolution des inégalités de propriété depuis 1789. Mais il suffit déjà à montrer dans quelle impasse nous nous trouvons aujourd'hui.
Le mouvement vers l'égalité semble s'être arrêté depuis les années 1980 et il ne pourra reprendre que si les citoyens se mobilisent pour imposer un État social et un véritable impôt progressif qui intègre les plus grandes fortunes. Certains programmes politiques proposent des solutions. La régulation de la circulation des capitaux et l'imposition réelle des profits réalisés en France par les multinationales. L'instauration d'un véritable impôt progressif, dont les taux les plus hauts s'appliqueraient véritablement aux plus grandes fortunes et pourraient s'élever jusqu'à 90%. L'équité des droits de vote entre salariés et actionnaires pour une meilleure gestion du capital des entreprises. Les biens et services fondamentaux comme la santé, les transports et l'énergie doivent être soustraits au marché et redevenir de véritables services publics. Un système de redistribution de l'héritage permettant à l'ensemble de la population de recevoir un héritage minimal. L'instauration d'un revenu de base décent et versé automatiquement aux personnes sans ressources, y compris les étudiants. L'instauration d'une taxe carbone liée à l'impôt progressif et dont le taux serait donc beaucoup plus haut pour les plus riches, etc. Nous vous invitons bien sûr à éplucher soigneusement les propositions des partis politiques pour y déceler leur capacité à remettre l'égalité en route.